Bonjour, Eric Gibaud et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. La première, si je peux faire une seule photo, un seul clic et je ne sais pas encore comment j'utiliserai la photo, dois-je la faire en mode horizontal ou en mode vertical? La deuxième question c'est, y a-t-il des moments où le mode d'exposition manuel est pratiquement obligatoire et je ne peux pas utiliser les semi-automatiques ou les automatiques? Mais avant, je vais remercier mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, et je te raconte tout ce qu'il te propose en fin de vidéo. Mais deux points importants si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu veux profiter de ton CPF, compte personnel de formation pour te former et tu voulais le faire à la retraite, n'oublie pas qu'il faut absolument t'inscrire avant ton départ en retraite, sinon il y a d'autres moyens, mais le CPF, c'est pas possible. Et autre chose encore plus importante, pourquoi attendre la retraite pour se former? Tu peux déjà profiter de ton pécule CPF et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, tu as juste à rajouter environ 103 € à ce pécule. Et d'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Si jamais tu les appelles, c'est sympa de dire ça de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, imagine que tu peux faire une seule photo, mais tu ne sais pas encore comment tu vas l'utiliser, si en horizontal ou vertical. Alors la question est, que fais-je? Je fais la photo verticale ou horizontale? La réponse à cette question est simple. Toujours faire la photo en horizontale. Et tu vas voir pourquoi. Je vais te montrer deux photos que j'ai fait à Noah, une en verticale et une en horizontale, et je vais te montrer comment elles se traduisent si on les passe à un format, la verticale vers l'horizontale et l'horizontale vers la verticale. Donc, regardons ça. Alors là, j'ai fait un masque en semi-transparent de la même proportion pour voir que je peux, en partant d'une photo horizontale, faire une photo verticale. Alors je cadre comme ça, ça dépend si je veux partir que la casserole soit en entier par exemple, ou si je veux que la partie de la jambe soit en entier. Voilà, alors là je couperai l'oreille, ça dépend ce qu'on veut faire, mais là à peu près, je pourrais avoir ce cadrage qui serait très bien, voilà, sans couper le maillot, sans couper l'oreille, une partie comme ça. Mais je pense que c'est très bien, mais là je suis parti d'une photo horizontale. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'il se passe si je pars d'une photo verticale. Alors là, j'ai fait la même chose, j'ai fait une couche, un calque semi-transparent pour que tu vois. Et tu vois donc dans la même proportion que la photo verticale. Donc s'il fallait que je passe à l'horizontale, qu'est-ce que je vais conserver? Cette oreille qui est coupée, avoir une partie du couteau, une partie de la casserole, mais j'ai perdu l'ampoule. Je mets l'ampoule, mais je perds la casserole. Je mets toutes les oreilles, mais on perd le couteau, une partie des mains, et ça n'a plus trop de sens. Je mets que ça, mais on voit pas trop, on devine pas les oreilles, donc ça perd l'intérêt. Donc tu vois que je suis extrêmement limité pour passer en horizontal. Ça veut dire que si tu peux faire deux photos, une verticale, une horizontale, c'est mieux. Mais si tu peux en faire qu'une seule, il faut absolument toujours la faire en horizontale afin d'avoir de l'espace de travail ensuite au cas où il faudrait l'utiliser en vertical. Évidemment, une portion de la photo seulement, mais il faut prévoir ça. Ça, c'est clair. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il y a des situations où le mode d'exposition manuel est indispensable? Beaucoup de gens aiment l'automatique ou le semi-automatique, ce qui est complètement respectable, mais il y a des fois où la question est-ce que c'est pas obligatoire d'avoir du mode manuel? Eh bien, effectivement, oui, il y a des situations où c'est plus que recommandable, c'est pratiquement obligatoire parce que sinon l'exposition va être incorrecte. On va voir 4 situations, on a sûrement plus, on va parler de 4. La première, c'est une situation stable de lumière avec un sujet statique. Imagine, là tu es en train de me faire une photo, la lumière elle est stable. Si toi tu es en mode semi-automatique ou automatique, alors semi-automatique ça peut être priorité diaphragme, ça peut être priorité vitesse ou ça peut être iso-automatique, eh bien imagine que tout d'un coup, tu es en train ou une combinaison des deux, iso-automatique et vitesse automatique par exemple, et imagine, tu fais la photo, et là, j'ai une chemise encore plus foncée, imagine qu'elle soit noire, non? Quelquefois, tu fais ton cadrage et la mesure se fait sur ma barbe, ça donne une mesure de lumière. Après, la mesure se fait sur le t-shirt noir, ça donne une autre mesure de lumière. Donc,
le résultat, ça va être différent. Tu vas pas avoir la même exposition sur ta photo. Alors, si c'est une seule photo, tu peux toujours peut-être corriger en post-production. Mais si c'est une série de photos, imagine, tu vas avoir une plus claire, une plus foncée, une carrément sous-exposée, une carrément surexposée. C'est de la folie. Donc, dans cette situation, ce qui est logique, c'est de faire une mesure de lumière, que ce soit avec un pose-mètre, que ce soit au pif si tu veux, jusqu'à avoir la bonne exposition, que ce soit avec ton appareil photo, mais tu fais ta première photo toujours en mode manuel jusqu'au moment où tu arrives à l'exposition correcte. Et après, tu n'as plus à réfléchir, tu te concentres sur autre chose. Mais l'exposition, elle va toujours être la même sur toute la série de photos parce que ton exposition est manuelle. Ce qui ne serait pas le cas si c'était en automatique ou en semi-automatique. Autre situation, en studio. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas, il y a un petit bouton rejoindre dessous. Donc, tu peux être membre de la chaîne. Ça me file un coup de main pour 1,99 € par mois. Je te remercie énormément et je réponds à tes questions en priorité. J'ai aussi des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Si jamais tu achetais chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où c'est ma code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si c'est un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, avec Eric 10, tu as 10% de remise avec Luminar Neo, en plus des offres qu'ils ont. Donc, mets quand même le code. Avec Eric 20, 2 endroits. Evoto AI, c'est un programme de retouche de photos, donc tu as 20% de remise et avec le lien pour télécharger le programme, tu as 15 crédits gratuits pour vraiment l'essayer à fond toi-même. Et avec Eric20 aussi 20% sur CanFaith où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques, donc profites-en, ça m'aide, ça t'aide, tout le monde content. Allez, super, merci, continuons. Alors j'appelle studio un endroit où tu fais des photos. Ça peut être le salon de ta maison, ça peut être un vrai studio de photos, ça n'a pas d'importance. Mais dans la situation où tu vas utiliser du flash, d'accord? Alors, 2 raisons. Premièrement, il y a une lumière qui est constante. Donc, c'est la même situation qu'avant, ce n'aurait aucun sens d'être en train de faire des mesures qui peuvent varier parce que suivant comment la personne a pu bouger un petit peu ou toi comment tu fais ton cadrage, ça pourrait changer de la lumière. Donc, même si ce n'était pas un studio flash, donc de la lumière continue, on serait sur la même histoire, situation stable de lumière, donc mode manuel obligatoire. Et deuxième raison, en studio, si tu utilises du flash, ton appareil photo n'a pas de moyen de savoir quelle est la quantité de lumière qui arrive sur ton sujet tant que les flashs n'ont pas sauté. Donc, quand va-t-il faire la mesure? Impossible. Donc, le seul moyen, c'est faire une mesure de la lumière du flash qui arrive sur ton sujet, que ça soit au flashmètre, que ça soit au pif, que ça soit en faisant une première photo, regarde le résultat, ah non, c'est pas bon, je change, c'est pas bon, jusqu'à y arriver, peu importe. Mais ce qui est clair, quand tu as l'exposition correcte, elle doit être en mode manuel et rester en mode manuel. Parce qu'avec tes flashs, il n'y a pas moyen de savoir ce qu'il va se passer tant que tu n'as pas fait la photo. C'est compliqué. Après, il y en a qui vont parler du TTL et tout ça, mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, on va parler d'une situation logique, simple, de photo en studio. Donc, mode manuel. Troisième situation, la lumière mixte. Tu as une lumière ambiante, qui peut être artificielle ou naturelle, et flash. Et là, on arrive sur la même histoire. Le flash, tant qu'il ne saute pas, il ne déclenche pas, on ne sait pas. Donc, solution. Premièrement, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il faut une vidéo entière sur l'exposition au flash et en mode mixte, strobiste et tout ça. On va donc dans un premier temps exposer pour la lumière ambiante, qu'elle soit naturelle ou artificielle, mais qu'il ne soit pas de flash. Lumière continue, ok? Alors, il y a des trucs techniques à prendre en compte, la synchronisation flash maximum et tout ça, mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. L'idée, c'est faire ton exposition pour cette lumière ambiante. Ensuite, tu vas allumer le flash pour ton sujet, qui peut être un objet, qui peut être une personne. Et il faut absolument que tu sois en mode manuel, parce que sinon, le pauvre appareil photo va devenir fou. Il expose pour qui? Pour le flash, pour la lumière ambiante, pourquoi faire? C'est pas possible. Donc, tu es en mode manuel. Et la lumière du flash qui arrive sur ton sujet, tu vas la gérer uniquement par un changement de puissance du flash, en régulant la puissance du flash. Mais c'est indispensable dans ces situations de lumière mixte aussi de travailler en mode d'exposition manuelle. Ok? On ne parle pas de haute synchro, on ne parle pas de TTL, tout ça, peu importe. C'est le principe, je t'explique. Donc, mode d'exposition manuelle. Manuel, c'est vraiment 100% manuel. C'est le flash en mode manuel, l'appareil photo aussi en mode manuel. Ni ISO automatique, ni rien. C'est manuel. Ok? Quatrième situation, c'est celle qui surprend le plus de gens. Eh bien, je vois énormément de gens qui font de la photo dans un stade, par exemple,
en mode semi-automatique ou automatique, en t'expliquant que comme la personne est courbe, la lumière elle change. Et je dis ben non, en photographie d'action, bien souvent la lumière ne change pas, elle est stable, donc il n'y a aucun sens à ne pas être en mode manuel et tu prends des risques énormes. On revient sur le cas de notre stade de football par exemple, si jamais ta mesure se fait sur le t-shirt blanc d'un joueur, ou un t-shirt noir, ou la pelouse qui est verte, ou les gradins derrière, eh bien ton exposition va changer sans arrêt, alors que tu te rends compte que le stade, qu'il soit éclairé de manière naturelle dans la journée, en après-midi, la lumière va changer évidemment, mais ça ne change pas en 2 minutes. Hein. Donc voilà, la lumière est stable sur les joueurs, ou en lumière artificielle, là c'est encore plus stable, tous les joueurs sont éclairés de la même manière, donc eh bien c'est absurde d'être en mode automatique ou semi-automatique, simplement il faut que tu fasses une mesure sur un joueur, ou deux joueurs, peu importe, ils ont tous la même lumière, et savoir l'exposition correcte en mode manuel, et là tu n'as plus à la toucher pendant tout le match. Et beaucoup de gens pensent que ben ouais, comme les gens ils courent, c'est différent. Et souvent aussi il y a d'autres sports, hein, ça peut être du cyclisme, ça peut être du canoë, peu importe. Si tu fais la photo des gens qui passent toujours au même endroit, ben, la lumière est toujours la même sur eux, hein, donc à moins qu'il y ait des passages de nuages, des choses comme ça, mais normalement ben, il n'y a pas ce problème. Donc ben, là faut être en exposition manuelle. Eh bien voilà, j'espère que ces questions je reçois assez souvent, la réponse t'a satisfait. Je ferai d'autres vidéos comme ça pour répondre à des questions, parce que c'est plus rapide pour moi de faire une vidéo comme ça en regroupant quelques questions qu'en répondant à je sais pas combien d'emails qui me posent les mêmes questions, donc c'est plus simple. Donc j'espère que ça t'a plu, mais avant de te dire au revoir, je tiens à remercier à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Alors, je veux vraiment appuyer sur ce point, diplômés en photographie. Énormément de gens font la formation, ils n'ont aucun diplôme, donc je pense que c'est bien de le souligner. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, ce qui est logique. Alors, le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc, quand tu appelles, le téléphone est gratuit, ce qui est sympa de dire que c'est de ma part, je te remercie, et tu leur exposes un petit peu tes envies de formation, et te diront quelle est celle qui correspond le plus à ce que tu recherches. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi je vais te parler de financement. Plusieurs options, tu es peut-être demandeur d'emploi, donc évidemment je te souhaite de trouver un travail qui te plaise et qui soit bien rémunéré, mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, tu lui exposes tes envies de formation, tu lui parles d'Arvia, et il t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, ce qu'on appelle l'autofinancement. Ben, ça veut dire tout simplement, tu as l'argent, tu payes, et voilà, tu passes par personne, c'est toi qui te finances. Et autre possibilité, le célèbre CPF, compte personnel de formation. Alors c'est quoi ça? Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors il y a certaines conditions, parce que beaucoup de gens ils me disent « Ah oui, j'ai du pécule, je l'utiliserai à la retraite ». Oui, tu peux l'utiliser à la retraite, mais seulement si tu t'inscris avant ton départ en retraite. Une fois à la retraite, tu ne peux plus passer par le CPF. Il te reste d'autres solutions, mais l'autofinancement par exemple, cadeau de Noël, l'anniversaire, mais plus le CPF. Donc n'oublie pas, inscris-toi avant le départ. Et encore plus important, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent ne pas attendre la retraite pour se former. Ils peuvent, même s'il reste encore 20 ans pour la retraite, ils peuvent déjà profiter de leur pécule, et du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation, il y a juste à rajouter un petit 103 €, 104, je ne sais plus, à leur pécule, du moment que celui-ci couvre le prix de la formation. Et les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Mais comme j'ai dit, le mieux c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. N'oublie pas que tu peux être membre de ma chaîne. Il y a un petit bouton qui dit rejoindre dessous, et pour seulement 1,99 € par mois, eh bien ça me file un coup de main. Je te remercie énormément et je réponds à tes questions en priorité. Je te rappelle aussi que j'ai des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. Et si jamais tu as acheté chez Digit Photo, n'oublie pas que comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si c'est un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code
promo, n'oublie pas qu'avec Eric 10, tu as 10% de remise sur Luminar Neo, en plus des offres qu'ils ont, donc mets quand même le code, ça te fait des économies. Avec Eric 20, deux choses, avec Evoto AI, tu as 20% de remise, et aussi en utilisant le lien pour télécharger gratuitement leur application, tu as 15 crédits gratuits pour pouvoir essayer. Et avec Eric 20, tu as aussi 20% sur Kenfaith, où tu trouveras tous les accessoires de KF Concept et autres marques, donc profites-en, ça te fait faire des économies, ça me file un coup de main, tout le monde est content. Mille merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.